Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 36, Descartes et l'animal-machine. C'est dans la lettre qu'il adresse au marquis de Newcastle en novembre 1646 que Descartes résume ce qui constitue la théorie de l'animal-machine, une théorie qu'il dissémine un peu partout dans son œuvre, du discours de la méthode au principe de philosophie, en passant par diverses correspondances, et je pense particulièrement à la lettre à Morus de février 1649. Descartes affirme ainsi que les animaux sont donc des machines, et plus précisément des automates, c'est-à-dire des assemblages de pièces, de rouages, bien sûr dénués de conscience ou de pensée. Ce sont des corps sans âme. Pour Descartes, la différence entre l'homme et l'animal passe par cette privation. L'homme et l'animal ne sont pas de même nature. Alors attention, ça ne veut pas dire que Descartes refuse toute forme d'intelligence à l'animal. À Morus, il écrit en effet, je cite, « Quoique je regarde comme une chose démontrée qu'on ne saurait prouver qu'il y ait des pensées dans les bêtes, je ne crois pas qu'on puisse démontrer que le contraire ne soit pas. Parce que l'esprit humain ne peut pénétrer dans le cœur, dans leur cœur, pour savoir ce qui s'y passe. » Ça ne signifie pas davantage qu'il juge les hommes supérieurs aux animaux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Descartes n'invente pas le spécisme. Rappelons la lettre à Newcastle, une lettre que j'espère vous relirez. Je cite. « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas, car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute que lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. Tout ce que font les mouches à miel est de même nature, et l'ordre que tiennent les grues, en volant. » Alors, c'est précisément ces réussites parfaites de l'animal qui montrent ou démontrent le mécanisme de l'action. Car ou bien les animaux réussissent parfaitement à effectuer ce qu'ils font, ou bien alors ils manquent totalement leur cible. Les animaux, contrairement aux hommes, ne font pas plus ou moins bien les choses. Il n'y a pas de degré. L'animal ne peut réussir que ce pour quoi il est fait, que ce pour quoi il est programmé, comme la machine. Il est déterminé. Il est d'ailleurs incapable de s'assigner des fins propres en dehors de celles qui relèvent de sa nature. Ce n'est donc pas la question de l'intelligence qui est posée, car on imagine volontiers une forme d'intelligence animale qui serait programmée, elle aussi, instinctive, définie par la nature. Mais c'est plutôt la question de la liberté qui est soulignée ici, la question du libre arbitre, de la pensée par soi-même. Si l'animal est une machine, cela signifie qu'il a toujours une organisation fixe et déterminée une fois pour toutes dans le but d'effectuer cette tâche précise et un travail particulier. Le vivant dispose au contraire d'une organisation dynamique, fluide, lui permettant de se reproduire, de se développer, d'évoluer, de se transformer. On voit bien l'opposition. Mais est-ce que ce n'est pas précisément cela que les naturalistes nous apprennent aujourd'hui de l'animal ? Bien avant Darwin, les thèses de Descartes vont susciter de très nombreuses protestations, car l'enjeu est essentiel. La vie animale et la vie humaine relèvent-elles du même phénomène ?